En mai 2001, le biologiste Julien Fournier a disparu dans les profondeurs des gorges du Verdon. Pendant 7 longues années, son cas est resté une énigme, une blessure ouverte pour sa famille, et un échec pour les enquêteurs, officiellement classé comme un tragique accident de plongée. La nature, disait-on, avait repris ses droits. Jusqu'à ce qu'un appareil photo, miraculeusement conservé et retrouvé par hasard dans la boue après un orage, ne révèle une vérité bien plus sombre, une vérité qui n'avait rien d'accidentel. Une seule image, la dernière enregistrée, a suffi à transformer une histoire de fatalité en une affaire de meurtre et de conspiration. Comment est-il possible que la vérité soit restée enfouie si longtemps, à la vue de tous, au fond d'une source que l'on croyait connaître? Avant de vous raconter comment un simple boîtier étanche, retrouvé après un glissement de terrain, a mis au jour une conspiration insoupçonnée, laissez un commentaire pour nous dire depuis quelle ville vous nous regardez, et abonnez-vous à la chaîne. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la chaîne des événements que cette découverte a déclenché. Dès les premières heures, le mystère était total. La Renault 4 litres de Julien était garée là où il l'avait laissée, près de la source oubliée. Ses notes de terrain bien en évidence sur le siège passager. Mais de lui, aucune trace. Son équipement de plongée avait disparu avec lui, alimentant immédiatement la thèse de l'accident. Un plongeur expérimenté, avalé par le labyrinthe aquatique du Verdon. Était l'explication la plus simple, la plus logique. Mais pour sa famille, cette simplicité était insupportable, un silence assourdissant qui allait durer des années. Julien Fournier, n'était pas un aventurier en quête de sensations fortes. Était un scientifique méticuleux de 34 ans, un biologiste de l'université d'Aix-Marseille dont la vie était dédiée à une passion discrète mais dévorante, les loutres d'Europe. Ses collègues le décrivaient comme un homme patient, plus à l'aise dans le silence des rivières que dans les couloirs de l'université. Son grand projet était de cartographier l'habitat de ces animaux dans le Verdon pour créer un sanctuaire. Il croyait en la protection de la nature avec une ferveur presque religieuse, une foi inébranlable dans la beauté sauvage. C'est peut-être cet idéalisme, cette confiance absolue, en un environnement qu'il pensait connaître par cœur, qui l'a rendu aveugle au seul prédateur qu'il n'avait pas anticipé, l'homme. Sa vie ne se résumait pas à ses recherches. Julien était marié à Hélène, une scientifique comme lui, et père d'une petite fille de 6 ans, Sophie. Pour elle, il quittait volontiers ses bottes boueuses, pour construire des châteaux de princesses. Ce mardi matin de mai, 2001, fut d'une banalité déchirante. Un baiser rapide à Hélène, une promesse chuchotée à Sophie de lui ramener une photo de la maison secrète des loutres. Il devait rentrer le vendredi. C'était une expédition de 3 jours, une routine pour lui. Personne ne pouvait imaginer que ces gestes familiers, ces mots de revoir prononcés sans emphase, seraient les derniers souvenirs, les fragments d'une vie normale, sur le point de voler en éclats. La porte s'est refermée derrière lui, et avec elle, tout un monde de certitudes. Le théâtre de cette disparition n'est pas un lieu anodin. Le parc naturel régional du Verdon en 2001 était un monde à 2 visages. D'un côté, les cartes postales, les touristes en pédalo sur des eaux turquoises. De l'autre, un territoire sauvage, un labyrinthe de falaises calcaires et de forêts impénétrables. Dans ces recoins les plus profonds, comme près de la source oubliée, la civilisation s'effaçait. Pas de réseau téléphonique, seulement le crépitement intermittent des radios des gardes du parc. C'est un endroit d'une beauté écrasante, mais aussi un lieu qui garde ses secrets. Un lieu où la nature est si puissante, qu'elle peut effacer les traces, absorber une vie humaine, et la faire disparaître, comme si elle n'avait jamais existé. C'est ce silence, cette immensité, qui allait devenir le pire ennemi des enquêteurs et de la famille Fournier. Le vendredi soir est arrivé, puis la nuit est tombée. Julien n'était pas rentré. Au début, Hélène s'est raccrochée à des explications rationnelles, un retard, un problème mécanique, une radio en panne. Mais au fond d'elle, une angoisse glaciale commençait à monter. Le samedi matin, elle a donné l'alerte. La gendarmerie a rapidement localisé sa Renault 4L, exactement là où il avait dit qu'elle serait. Les portières étaient verrouillées. Tout semblait en ordre. Sauf l'essentiel, Julien. L'absence de son équipement de plongée a immédiatement orienté les recherches vers l'eau. La source oubliée est soudainement devenue le centre d'un cauchemar. La première équipe de plongeurs est arrivée, le cœur lourd, sachant qu'ils cherchaient probablement un corps dans un réseau de galeries subaquatiques aussi complexe qu'impitoyable. Pour Hélène et Sophie, l'attente venait de commencer. Les premières semaines de recherche furent un combat acharné et inégal contre la nature. Des plongeurs spéléologues, venus de toute la France, se sont relayés pour sonder les entrailles de la source oubliée. Ils décrivaient un monde d'une complexité terrifiante. Un dédale de galeries étroites,
de siphons imprévisibles, et de puits vertigineux, où la visibilité était presque nulle. Chaque plongée était un risque immense, une descente dans un abîme de calcaire et de silence. L'eau, si belle en surface, se révélait être un piège mortel en profondeur. Après 3 semaines d'efforts infructueux, sans le moindre indice, sans un seul fragment d'équipement retrouvé, les équipes ont dû se rendre à l'évidence. La source était trop vaste, trop dangereuse. Ils cherchaient une aiguille dans une botte de foin liquide et glacial, et l'espoir s'amenuisait à chaque bulle d'air, remontant à la surface. Face à l'impossibilité de poursuivre les recherches, la gendarmerie a rendu ses conclusions. Le rapport officiel, froid et administratif, classait l'affaire comme une noyade accidentelle dans le cadre d'une plongée en solitaire. Les termes étaient précis: perte de repères, probable panne d'équipement, ou un malaise fatal dans un environnement hostile. Pour les autorités, le dossier était clos. Mais pour Hélène Fournier, ce fut le début d'une guerre. La conclusion était pour elle une insulte, une simplification grossière de la prudence et de l'expertise de son mari. Elle refusait de croire que Julien, qui connaissait ses eaux mieux que personne, aurait pu commettre une erreur aussi fatale. Le classement de l'affaire n'a pas apporté la paix, mais une colère sourde et un sentiment de trahison. Elle, État abandonnait, mais elle, jamais. Les mois se sont transformés en années, et la quête d'Hélène est devenue une obsession dévorante. Elle a liquidé les économies du couple, près de 300 000 francs, pour financer des expéditions privées. Elle contactait des géologues, des hydrologues, des plongeurs de l'extrême, leur montrant les cartes de Julien, les suppliant de trouver une faille, un passage oublié que les recherches officielles auraient manqué. Sa maison, autrefois un foyer chaleureux, s'est transformée en quartier général. Les murs étaient couverts de cartes topographiques, de schémas des réseaux souterrains, et les tables jonchées de rapports d'experts. Ses amis et sa famille la regardaient s'enfoncer, impuissants, dans ce combat solitaire. Elle perd des pieds avec la réalité, ne vivant plus que pour une seule chose: arracher la vérité aux profondeurs silencieuses du Verdon. Pendant ce temps, la vie de la petite Sophie se construisait autour d'un vide. Le fantôme de son père était partout, dans les photos sur la cheminée, dans les histoires que sa mère lui racontait avant de s'endormir, mais surtout, dans le chagrin permanent qui habitait le regard d'Hélène. Grandir avec une mère consumée par une quête sans fin, c'est apprendre à ne pas faire de vagues, à ne pas ajouter son propre chagrin au fardeau parental. Sophie est devenue une enfant silencieuse, observant sa mère se battre contre des moulins à vent. La question « Où est papa ?», a lentement cessé d'être posée, non pas parce que la curiosité avait disparu, mais parce que la réponse était toujours un mur de douleur et de silence. Elle a appris à vivre avec l'absence, une cicatrice invisible qui façonnait sa personnalité jour après jour. L'incertitude est un poison lent. Au fil des ans, des pistes cruelles et sans fondement sont venues ajouter à la souffrance de la famille. Un touriste a cru reconnaître Julien dans un village des Alpes. Un médium a contacté Hélène, affirmant avoir eu une vision de lui, vivant, dans une communauté isolée. La rumeur la plus douloureuse, celle qui circulait à voix basse dans leur entourage, était que Julien avait tout orchestré, qu'il avait abandonné sa famille pour refaire sa vie ailleurs. Hélène a dû se battre non seulement contre l'indifférence des autorités, mais aussi contre le doute insidieux, qui s'immisçait dans l'esprit des autres. Chaque fausse piste était un coup de poignard, ravivant l'espoir pour mieux le détruire, la laissant chaque fois un peu plus seule, et un peu plus épuisée. Pour Hélène, le deuil était impossible. Comment pleurer quelqu'un qui n'est qu'officiellement parti? Les anniversaires de Julien étaient les pires jours. Elle continuait d'acheter un cadeau, qu'elle laissait emballer sur sa table de chevet. Elle se surprenait à l'attendre pour le dîner, le cœur bondissant au son d'une voiture qui ressemblait à sa vieille 4L. La vie quotidienne était une succession de rappels de son absence. Son bureau, avec ses livres et ses notes, est resté intact pendant des années, un sanctuaire poussiéreux où le temps était arrêté en mai 2001. Cette perte ambiguë, sans corps ni certitude, la maintenait prisonnière d'un entre-deux insupportable, incapable d'avancer, mais aussi incapable de s'arrêter de chercher. Était une torture psychologique permanente, une blessure qui ne pouvait pas cicatriser. 7 ans après la disparition, le cas Julien Fournier était devenu une note de bas de page dans les archives de la gendarmerie locale. Une tragédie parmi d'autres, absorbée et oubliée par le temps. Le Verdon avait repris ses droits, ses eaux turquoises, continuant d'attirer les touristes qui pagayaient en surface, ignorant le drame qui était joué dans ses profondeurs. Pour le monde extérieur, la famille Fournier avait dû faire son deuil. Hélène était murée dans un silence résigné, sa flamme combative remplacée par une tristesse chronique. Sophie était devenue une adolescente qui ne parlait presque jamais de son père. Le mystère semblait destiné à rester scellé à jamais au fond de la source oubliée, un secret de famille lourd et silencieux.
Personne ne se doutait qu'un simple orage allait bientôt tout faire remonter à la surface. En octobre 2008, la nature, qui avait gardé le silence pendant 7 ans, a décidé de parler. Des pluies torrentielles, d'une violence que même les anciens du village ne se souvenaient pas avoir vue, se sont abattues sur le Verdon pendant 3 jours. Les cours d'eau ont gonflé, les sentiers se sont transformés en torrents de boue, et la terre, saturée d'eau, a commencé à bouger. Près de la source oubliée, un pan de la berge, fragilisé par les années et la force de l'eau, s'est effondré dans un grondement sourd. Ce glissement de terrain, anodin en apparence, était en réalité un acte de restitution. Il venait de déterrer un secret que l'eau et la roche avaient protégé pendant 2645 jours. Un secret qui allait non seulement réécrire l'histoire de Julien Fournier, mais aussi faire trembler toute la communauté locale. Le lendemain de la tempête, un jeune garde-moniteur du parc, Mathieu Dubois, effectuait sa ronde pour évaluer les dégâts. Il n'avait que 18 ans à Kiel, époque de la disparition de Julien, et ne connaissait l'affaire que par les récits locaux. En inspectant les berges instables de la source, son regard fut attiré par un éclat inhabituel dans la terre fraîchement retournée. Ce N était ni une roche, ni un détritus. C était un objet rectangulaire, sombre, à moitié enfoui dans la glaise. Poussé par la curiosité, il s'est approché, et a commencé à creuser avec ses mains. L'objet était lourd, solide. En le dégageant, il a reconnu ce que C était. Un caisson étanche pour appareil photo, couvert de calcaire et de boue séchée. Un frisson lui a parcouru l'aile, échine. Il savait, instinctivement, que ce qu'il tenait entre ses mains N n'était pas une simple trouvaille. De retour au poste de la gendarmerie de Castellane, l'objet a été accueilli avec un mélange de scepticisme et d'excitation contenue. Le caisson était un modèle ancien, mais de fabrication robuste. Après l'avoir nettoyé avec précaution, les gendarmes ont réussi à l'ouvrir. À l'intérieur, protégé par un joint en caoutchouc qui avait miraculeusement tenu, se trouvait un appareil photo numérique Olympus. L'extérieur de l'appareil était corrodé, mais la carte mémoire était intacte, protégée dans son logement. C était une capsule temporelle macabre. La question qui flottait dans l'air était électrique. Après 7 ans passés sous l'eau et la terre, pouvait-il encore y avoir quelque chose à récupérer de cette petite puce électronique? L'espoir, si longtemps éteint, venait de se rallumer sous la forme d'un fragile morceau de plastique. La carte mémoire fut confiée à un expert en récupération de données de la gendarmerie de Marseille. Les premières tentatives furent infructueuses. La corruption des fichiers semblait trop importante. Mais l'expert s'est acharné, utilisant des logiciels de pointe et des techniques de récupération normalement réservées aux affaires de grand banditisme. Pendant 2 jours, le silence radio. Puis, un appel est arrivé au bureau du commandant de la brigade de Castellane. La voix de l'expert était calme, mais tendue. Il avait réussi. Des images commençaient à apparaître sur son écran. Des fragments de la dernière journée de Julien Fournier, figés dans le temps, étaient sur le point de refaire surface. Au poste, une tension palpable s'est installée. Tout le monde savait qu'ils étaient sur le point de regarder par-dessus l'aile, épaule d'un homme mort. Les premières photos étaient exactement ce à quoi on pouvait s'attendre, et elles étaient d'une beauté poignante. On y voyait des clichés d'une clarté surprenante de la faune et de la flore subaquatique de la source. Des jeux de lumière sur les parois calcaires, le balai d'un banc de truites, et puis, enfin, ce qu'il était venu chercher. Une série de photos magnifiques d'une famille de loutres jouant près de leur catiche. Était le travail de Julien dans sa forme la plus pure, un témoignage de sa passion et de son talent. Pour les enquêteurs qui visionnaient ces images, était comme assister aux dernières minutes d'un homme heureux, accomplissant l'aile, œuvre de sa vie. Ces clichés confirmaient son itinéraire, son expertise. Il racontait l'histoire d'un scientifique au travail, pas celle d'un homme en détresse. Mais la vérité se cachait dans la toute dernière image. Le dernier fichier N n'était pas une photo de loutre, le cliché était différent, chaotique. L'angle de vue avait changé radicalement. La photo était prise depuis le fond de l'eau, visant la surface. On y voyait le disque lumineux du ciel, déformé par l'eau, et flottant au-dessus, la silhouette sombre d'une petite barque. 2 formes humaines se devinaient à bord, floues, indistinctes. Mais un détail, un seul, était d'une netteté glaçante. Sur le côté de la barque, pointé vers le bas, vers l'objectif, il y avait le reflet métallique et indubitable du canon d'un fusil de chasse. L'image était un cri silencieux, la dernière chose que Julien Fournier avait vue. Dans le bureau de la gendarmerie, un silence de plomb s'est abattu. La vérité venait d'exploser après 7 ans de mensonges. Julien Fournier N n'était pas mort par accident. Il avait été assassiné.
La découverte a provoqué une onde de choc. L'affaire, administrativement close, fut rouverte sur le champ pour homicide volontaire. L'image fut envoyée aux meilleurs analystes de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Chaque pixel fut examiné, agrandi, traité. Pendant que les experts travaillaient, la nouvelle la plus difficile devait être annoncée. Un commandant s'est déplacé en personne, jusqu'à la maison d'Hélène Fournier. Quand elle a vu la voiture de la gendarmerie se garer devant chez elle après tant d'années, elle a cru à une simple formalité administrative. Mais quand le commandant lui a montré la photo sur un ordinateur portable, son monde s'est effondré une seconde fois. Les larmes qu'elle avait retenues pendant 7 ans ont coulé, mais cette fois ce N n'étaient pas des larmes d'incertitude. Étaient des larmes de rage et de validation. Elle avait eu raison depuis le début, son mari ne l'avait pas abandonnée, on le lui avait pris. L'analyse de l'image est devenue la priorité absolue. Les experts de l'Institut de recherche criminelle ont passé des jours à décortiquer chaque pixel de cette photographie fantomatique. Ils ont amélioré la netteté, ajusté les contrastes, cherchant le moindre détail qui pourrait leur donner une piste tangible. Et ils l'ont trouvé. Sur le flanc de la barque, à peine visible dans l'ombre et la réfraction de l'eau, se trouvait un symbole grossièrement peint en rouge. Ce N n'était pas une immatriculation officielle, mais un signe distinctif, presque tribal. Un cercle traversé par 3 lignes parallèles. Ce petit dessin, qui aurait pu passer pour une simple éraflure aux yeux d'un non-initié, était sur le point de faire basculer l'enquête. Ce N était plus une image de meurtre anonyme. Était une signature. Les assassins avaient, sans le savoir, laissé une carte de visite au fond de la source. De retour à Castellane, la photo du symbole a été montrée aux gendarmes les plus expérimentés de la région. Un adjudant-chef, sur le point de prendre sa retraite, a figé en voyant l'image. Il connaissait ce signe. Il l'avait vu des années auparavant, gravé sur des pièges illégaux découverts dans la forêt. Était la marque des frères Dubois, Antoine et Marc, une fratrie de la région connue pour des faits de braconnage et de petite délinquance. Ils vivaient en marge, dans une vieille ferme isolée, et la rumeur locale leur attribuait toutes sortes de méfaits, sans que jamais rien de sérieux n'ait pu être prouvé contre eux. Ils étaient considérés comme des rustres, des nuisances locales, mais personne ne les aurait jamais imaginés capables d'un meurtre. Soudain, l'enquête avait un visage, ou plutôt 2. Les fantômes de la photo avaient désormais un nom. Les enquêteurs ont immédiatement lancé une surveillance discrète, et ont commencé à éplucher le passé financier des frères Dubois. Ce qu'ils ont découvert était stupéfiant. Officiellement, Antoine et Marc vivaient de petits boulots et d'allocations, déclarant à peine de quoi survivre. Pourtant, l'analyse de leurs comptes bancaires, ouverts sous de faux prétextes, a révélé des dépôts en espèces réguliers et importants sur les 7 dernières années. Le total dépassait le million de francs. Cet argent ne pouvait pas provenir de la vente de quelques gibiers sous le manteau. Était l'argent d'un trafic organisé, d'une opération criminelle d'une toute autre envergure. La photo de Julien ne montrait pas une simple partie de chasse illégale qui aurait mal tourné. Elle avait capturé l'instant précis où un petit biologiste était retrouvé face à une entreprise beaucoup plus sombre et lucrative. Fort de ces preuves financières, les gendarmes ont convoqué les frères Dubois pour un interrogatoire. L'ambiance dans la petite salle était électrique. Antoine, l'aîné, était arrogant et méprisant. Marc, le cadet, semblait plus nerveux, fuyant le regard des enquêteurs. Ils ont nié en bloc, ricanant à ciel, évocation de la disparition de Julien Fournier. Ils avaient un alibi, préparé et solide. La semaine du drame, ils affirmaient travailler sur un chantier de rénovation à plus de 200 km de là, avec des témoins pour le confirmer. Leur histoire était trop lisse, trop bien rodée. Les enquêteurs sentaient qu'ils mentaient, mais l'alibi tenait la route. Les frères Dubois étaient des pions, mais des pions bien protégés. Quelqu'un d'autre, dans l'ombre, tirait les ficelles, et avait pris soin de leur fournir une couverture parfaite. L'enquête semblait de nouveau dans une impasse. Mais un jeune analyste financier de la section de recherche de Marseille a eu une idée. Au lieu de se concentrer sur les dépôts des Dubois, il a cherché l'origine des fonds. Il a passé des semaines à croiser les dates des dépôts avec les relevés de toutes les banques de la région. C'est là qu'un nom est apparu. Encore et encore. Pascal Lemaire. Un fonctionnaire respecté du service de l'urbanisme de Castellane, un notable local, père de famille, impliqué dans la vie associative. À chaque fois ou presque qu'une grosse somme était déposée sur le compte des Dubois, un retrait en espèces du même montant était effectué depuis l'un des comptes de Lemaire. La connexion était là, irréfutable, tracée en chiffres sur des relevés bancaires. Le cerveau de l'opération N n'était pas un malfrat des bois, mais un homme au-dessus de tout soupçon.
Le profil de Pascal Lemaire a glacé le sang des enquêteurs. En surface, C était l'image même de la respectabilité provinciale. Il participait aux conseils municipaux, prononçait des discours sur la nécessité de préserver le patrimoine naturel du Verdon, tout en défendant un développement maîtrisé. Mais en creusant plus profondément, les gendarmes ont découvert une autre facette du personnage. Des rumeurs de corruption dans l'attribution de permis de construire, des voyages de chasse luxueux en Afrique, et une collection privée d'animaux naturalisés qui, selon une source anonyme, contenait plusieurs espèces protégées. Lemaire utilisait sa position et son image publique comme un bouclier parfait. Il était le commanditaire, l'homme qui transformait la brutalité des Dubois en profits colossaux, un prédateur sophistiqué qui se cachait à la vue de tous. La vérité, dans toute son horreur, s'est alors dessinée. Les frères Dubois n'étaient que la main, œuvre. Pascal Lemaire était à la tête d'un vaste réseau de trafic d'espèces protégées, fournissant des collectionneurs privés fortunés en France et à l'aile étrangers. Le Verdon, avec ses zones inaccessibles, était leur terrain de chasse idéal. Le jour de sa disparition, Julien Fournier n'avait pas seulement croisé des braconniers. En remontant à la surface, il était probablement tombé nez à nez avec eux, alors qu'il chargeait une prise de grande valeur, peut-être un loup, ou un lynx, des animaux dont la revente au marché noir pouvait atteindre des dizaines de milliers d'euros. Son appareil photo, qui contenait les preuves de sa découverte sur les loutres, contenait aussi potentiellement la preuve de leur crime. Dans ce lieu isolé, sans témoin, Julien est passé de scientifique à menace. Une menace qu'il fallait éliminer, immédiatement et sans laisser de traces. Le mur de déni des frères Dubois semblait inébranlable. Pendant des heures, ils ont répété la même histoire, l'alibi parfait fourni par Lemaire. Les enquêteurs se heurtaient à un silence arrogant. Mais la psychologie humaine est une chose fragile. Ils ont décidé de séparer les deux frères, et de concentrer toute la pression sur Marc, le plus jeune, le plus instable. Pendant qu'Antoine attendait dans une cellule, Marc a été confronté à la photo, encore et encore. Pas comme une preuve, mais comme un fantôme. Les enquêteurs ne posaient plus de questions sur son alibi, mais sur Julien. Ils lui ont parlé de sa fille, Sophie, qui avait grandi sans père. Ils ont fait appel non pas au criminel, mais à l'homme. Et lentement, après 12 heures d'interrogatoire, le mur a commencé à se fissurer. Une larme, une seule, a roulé sur la joue de Marc Dubois. Le mensonge était devenu trop lourd à porter. La confession n'est pas venue d'un seul coup. Ce fut un torrent confus de culpabilité, de peur et de soulagement. Marc a commencé à parler d'une voix brisée, racontant cette journée de mai 2001. Oui, ils étaient bien à la source oubliée. Mais ils n'étaient pas là pour chasser le sanglier. Pascal Lemaire leur avait passé une commande spéciale, très bien payée, un lynx boréal. Un animal quasi disparu de la région, protégé par toutes les conventions internationales, et dont un collectionneur suisse offrait une fortune. Il l'avait traqué pendant des jours et l'avait abattu tôt ce matin-là. Ils étaient en train de charger la carcasse dans leur barque, dissimulée sous une bâche, quand une tête est sortie de l'eau. C était Julien Fournier. Son regard n'était pas accusateur, juste surpris. Un simple instant, une rencontre improbable qui allait sceller son destin. Selon le récit de Marc, la panique a été instantanée et totale. Julien n'a rien dit. Il les a juste regardés, puis a regardé son appareil photo qu'il tenait encore à la main. Pour les frères Dubois, cet appareil était une bombe à retardement. Il contenait sans doute la preuve de leur braconnage, et par extension il les reliait à Lemaire et à tout leur réseau. Antoine, l'aîné, n'a pas hésité une seconde. Il a crié à Julien de lui donner l'appareil. Le biologiste, comprenant le danger, a instinctivement reculé et a tenté de plonger à nouveau, levant son appareil dans un dernier geste de défi ou de défense. C'est à ce moment-là que la dernière photo a été prise. Une seconde plus tard, le coup de feu est parti. Le son, étouffé par les falaises, s'est perdu dans le silence du Verdon. Julien Fournier a disparu sous la surface, cette fois pour de bon. Le meurtre commis, la peur a laissé place à un calcul froid. Ils ont repêché le corps de Julien. L'appareil photo, lui, avait coulé, et était déjà introuvable dans les fonds troubles, une erreur qui leur coûterait tout 7 ans plus tard. Sur les conseils d'Antoine, ils ont mis en œuvre un plan macabre pour faire croire à un accident. Ils savaient que la source oubliée communiquait avec un réseau de failles géologiques profondes, des cimetières naturels, connus seulement de quelques initiés. Ils ont transporté le corps de Julien à plusieurs centaines de mètres de là, jusqu'à une crevasse étroite et quasi invisible, et l'ont lesté avant de le jeter dans l'abîme. Ensuite, ils sont retournés à la source, et ont dispersé son équipement de plongée dans les galeries principales, là où les recherches se concentreraient. C'était un plan brutal, mais d'une efficacité redoutable. Immédiatement après leur forfait, ils ont appelé Pascal Lemaire depuis une cabine téléphonique. La réaction du fonctionnaire a été glaciale de pragmatisme.
pas de panique, pas de morale. Il leur a ordonné de se taire et leur a fourni l'alibi du chantier, contactant lui-même un entrepreneur qui lui devait une faveur pour qu'il confirme leur présence. Le maire a compris que la mort de Julien, si elle était bien gérée, pouvait même renforcer sa position en éliminant un écologiste un peu trop curieux qui parcourait son territoire de chasse privée. Au cours des 7 années suivantes, il a continué à les payer, non seulement pour leur travail, mais surtout pour leur silence. L'argent qui apparaissait sur leur compte N était pas seulement le fruit du trafic, était le prix du sang, la garantie que le secret resterait enfoui. Avec la confession complète de Marc, les gendarmes avaient désormais tout ce dont ils avaient besoin. Antoine, confronté au témoignage de son frère, a fini par avouer à son tour, bien que sans le moindre remords. Pascal Lemaire a été arrêté à son domicile, devant sa famille médusée, lui qui jouait le rôle du citoyen modèle. Il a nié jusqu'au bout, mais les preuves financières et les aveux des frères étaient accablants. Le réseau de trafic a été entièrement démantelé, révélant une corruption qui étendait bien au-delà des frontières du Verdon, impliquant des intermédiaires en Suisse et en Allemagne. L'affaire Julien Fournier N était plus un simple fait divers, était devenu un scandale national qui mettait en lumière la face cachée et criminelle du commerce de la faune sauvage. La dernière étape, la plus douloureuse, était de rendre à Julien sa sépulture. Guidée par les indications précises de Marc Dubois, une équipe de plongeurs spéléologues de la gendarmerie, spécialisée dans les interventions en milieu périlleux, a été dépêchée sur les lieux. Ils ont exploré la faille indiquée, un gouffre que personne n'avait jamais songé à sonder. À plus de 50 mètres de profondeur, dans le silence et l'obscurité totale, ils l'ont trouvé. Les restes de Julien Fournier reposaient là, conservés par le froid et le manque d'oxygène. Après 7 ans, 8 mois et 14 jours, le biologiste rentrait enfin chez lui. Pour Hélène et Sophie, la nouvelle fut à la fois un déchirement et une libération. L'incertitude était terminée. Le long et terrible chapitre de l'attente venait enfin de se clore. Le deuil pouvait commencer. Le procès qui s'est tenu à la cour d'assises de Digne-les-Bains a été un événement médiatique national, un drame judiciaire qui a captivé la France entière. Dans le box des accusés, 3 hommes représentaient les différents visages du mal. Pascal Lemaire, impeccable dans son costume, tentait de maintenir une façade de dignité, niant tout avec un calme déconcertant. À ses côtés, les frères Dubois offraient un contraste saisissant. Antoine, massif et défiant, fusillait la salle du regard, tandis que Marc, voûté et le visage creusé, semblait déjà écrasé par le poids de sa faute. Chaque jour, Hélène et Sophie Fournier étaient là, assises au premier rang. Elles n'ont jamais prononcé un mot en public, mais leur présence silencieuse et digne était le rappel constant et puissant de la vie qui avait été volée, une accusation à elle seule, plus forte que tous les réquisitoires. Après des semaines de débats intenses et de témoignages poignants, le verdict est tombé comme un coup près. Pascal Lemaire, reconnu comme le cerveau de l'opération et le commanditaire du meurtre, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Le tribunal a retenu la préméditation et la nature particulièrement cynique de ces crimes. Antoine Dubois, l'exécuteur, a écopé de 30 ans de réclusion. Pour Marc Dubois, la Cour a tenu compte de ses aveux complets, qui ont été l'élément clé de la résolution de l'affaire. Il a été condamné à 20 ans de prison. La justice avait rendu sa sentence. Les portes de la prison se sont refermées sur les coupables, mettant un point final à l'enquête, mais ouvrant un nouveau chapitre, bien plus complexe, pour la famille Fournier, celui de la reconstruction. Lorsque le verdict a été lu, Hélène n'a pas pleuré. Elle a simplement fermé les yeux et a laissé échapper un souffle lent, comme si elle venait de déposer un fardeau porté pendant près d'une décennie. La rage et l'obsession qui l'avaient animée pendant toutes ces années de recherche se sont dissipées pour laisser place à un vide immense et douloureux. La guerre était finie, mais la victoire avait un goût de cendre. Pour Sophie, devenue une jeune femme, ce fut le moment où elle a enfin pu voir sa mère autrement que comme une combattante. Dans le silence du tribunal qui se vidait, elles se sont serrées la main, non pas dans la joie, mais dans un chagrin partagé, et enfin légitime. Elles étaient plus les gardiennes d'un mystère, mais les survivantes d'une tragédie. Le long chemin du deuil pouvait enfin commencer. L'onde de choc de l'affaire a profondément marqué la communauté du Verdon. Le nom de Pascal Lemaire est devenu une tache indélébile, le symbole de la trahison d'un homme qui prêchait la protection de la nature tout en la pillant dans l'ombre. La confiance a été brisée, laissant place à une méfiance durable envers les notables locaux et les institutions. Pour beaucoup, la beauté idyllique des gorges a été ternie à jamais, les eaux turquoises cachant désormais le souvenir d'une violence insoupçonnée. La tragédie de Julien Fournier
est devenue une légende locale sombre, un avertissement murmuré sur les dangers qui se cachent derrière les paysages de cartes postales. La région, qui vivait de son image de paradis sauvage, a dû faire face à sa part d'ombre, une cicatrice invisible sur son âme. Au lieu de se laisser sombrer dans le chagrin, Hélène et Sophie ont choisi de transformer leur douleur en action. Avec les dommages et intérêts obtenus lors du procès et le soutien de nombreux dons, elles ont créé la Fondation Fournier pour la faune du Verdon. Cette organisation a une double mission. Financer les recherches de jeunes biologistes travaillant sur le terrain, comme Julien le faisait, et mettre en place des programmes de sensibilisation à la protection de la biodiversité. Hélène a trouvé un nouveau but, une manière de continuer le combat de son mari. Sophie, qui a choisi d'étudier la biologie, a trouvé dans la Fondation un moyen de se connecter à l'héritage de ce père qu'elle avait à peine connu. La Fondation n'est pas seulement un mémorial. C'est la promesse que le travail de Julien Fournier ne mourra jamais. Le legs de cette affaire a dépassé le cadre familial et local. Sous la pression de l'opinion publique et de la Fondation Fournier, une nouvelle loi a été votée, renforçant la protection des scientifiques et des gardes-moniteurs, travaillant dans des zones isolées. Elle a été surnommée la loi Fournier. Mais l'hommage le plus symbolique est venu de la communauté locale elle-même. La municipalité de Castellane a décidé de rebaptiser officiellement le lieu du drame. La source oubliée n'existe plus. Elle porte désormais le nom de source du biologiste Julien Fournier. Une simple plaque de pierre y a été installée, gravée de son nom et de ses dates. Ce n'est pas un monument à la mort mais une célébration de la vie et de l'engagement d'un homme qui a été tué pour avoir voulu protéger la beauté sauvage qu'il aimait plus que tout. Aujourd'hui, Sophie Fournier est biologiste. Chaque été, elle retourne dans le Verdon, non pas comme une pèlerine en deuil, mais comme une gardienne. On la voit souvent, au lever du soleil, assise en silence, au bord de la source qui porte le nom de son père. Elle ne cherche pas des fantômes, mais des signes de vie. Avec le même matériel photographique, perfectionné par la technologie, elle continue le travail inachevé de Julien, cartographiant les territoires des loutres, ces mêmes loutres qu'il aimait tant. Pour elle, ce n'est pas un fardeau, mais un héritage. Chaque photo qu'elle prend, chaque donnée qu'elle collecte, est une conversation silencieuse avec ce père qu'elle n'a connu que, à travers les récits de sa mère, et écho de sa passion. Elle n'a pas seulement hérité de son nom, mais de sa mission, transformant une absence douloureuse en une présence vivante et déterminée. La source du biologiste Julien Fournier est devenue un lieu de mémoire unique. Les touristes continuent de venir, attirés par la beauté des lieux, mais l'atmosphère a changé. Un silence respectueux plane désormais sur l'eau turquoise. La petite plaque de pierre, discrète, invite à la contemplation. Les gens s'arrêtent, lisent le nom, et beaucoup connaissent l'histoire. Ce n'est plus seulement un lieu de baignade, mais un symbole de la fragilité de la vie et de la résilience de la vérité. La communauté, autrefois secouée par la trahison, a appris une dure leçon sur les monstres qui peuvent se cacher derrière les visages les plus familiers. La source, qui fut le théâtre d'un crime et le gardien d'un secret, est aujourd'hui un mémorial à ciel ouvert, un rappel constant que la nature, si elle peut être le témoin silencieux d'une tragédie, peut aussi, un jour, rendre justice. L'impact de l'affaire a dépassé les frontières du Verdon. La Fondation Fournier est aujourd'hui l'une des organisations de protection de la faune les plus respectées de France. Elle finance des dizaines de projets, équipe les scientifiques de balises de détresse et travaille en étroite collaboration avec les autorités pour lutter contre le braconnage. La loi Fournier a créé un précédent juridique, renforçant la protection de tous ceux qui, comme Julien, risquent leur vie pour documenter et protéger notre patrimoine naturel. Le sacrifice d'un seul homme a ainsi engendré un mouvement, une prise de conscience collective. La vérité, sortie de la boue après 7 ans, n'a pas seulement condamné 3 criminels. Elle a armé toute une génération de défenseurs de l'environnement, prouvant que même la plus isolée des tragédies peut avoir une résonance universelle et provoquer un changement durable. C'est peut-être ça la leçon finale de cette histoire. Qu'un homme peut être réduit au silence, son corps caché dans les entrailles de la terre, mais que la vérité possède une force tellurique qui lui est propre. Elle peut sommeiller pendant des années, sous des couches de mensonges, de silence et d'indifférence. Mais tôt ou tard, un élément imprévu, un orage, un glissement de terrain, un simple appareil photo, peut suffire à la faire remonter à la surface, intacte et dévastatrice. La conspiration de Pascal Lemaire était calculée, protégée par l'argent et le pouvoir. Mais elle n'avait pas anticipé la persévérance d'une épouse, la mémoire d'une fille, et la fidélité posthume d'un objet qui refusait d'oublier. Au final, ce n'est pas la justice des hommes qui a parlé en premier, mais celle, plus lente et implacable, du temps lui-même.
Si vous pensez qu'aucune vérité ne devrait rester enfouie, et que chaque victime mérite que son histoire soit racontée jusqu'au bout, alors s'il vous plaît, partagez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'enquêtes approfondies sur des affaires qui doivent être entendues. Merci de nous avoir écoutés.